Bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus participer à cette table ronde. Je suis Joël Gombin, cofondateur et dirigeant de Data Activist et vice-président de l'Observatoire Data Publica. Et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde durant laquelle nous allons essayer de réfléchir ensemble aux conditions de déploiement de l'intelligence artificielle dans le cadre des services publics locaux. J'ai la chance et l'honneur d'être accompagné pour cela par Sandrine Maton de Toulouse Métropole. Vous pourrez vous présenter un petit peu plus longuement par la suite. Karl Murch de Fari à Bruxelles, il nous expliquera ce que c'est pour celles et ceux qui n'auraient pas la chance de connaître. Et Christelle Gibon de Civiteo, qui parlera avec sa casquette Civiteo, mais pourra aussi tirer parti de ses expériences précédentes, notamment à Rennes Métropole. Je profite de cette présentation pour excuser le député Philippe Latombe qui était prévu pour cette table ronde et qui a été empêché par d'autres obligations à Paris. Alors, l'objectif que nous nous fixons pour cette table ronde, c'est dans un moment où l'intelligence artificielle occupe énormément les discours de beaucoup de gens, mais en particulier les discours des acteurs du monde territorial, du monde public plus largement. L'objectif, c'est d'essayer de permettre à tout un chacun, et en particulier à mes camarades autour de cette table, enfin à côté de moi, c'est pas vraiment une table ronde, de partager des retours d'expérience, de partager leur vécu sur la manière dont l'intelligence artificielle, quel que soit ce qu'on met derrière ce terme, et on va y revenir, peut contribuer au service public. Et plus précisément, je voudrais qu'on puisse tous ressortir de cette table ronde en ayant une première idée des questions qu'il faut se poser, qu'on va être amené à se poser lorsqu'on est dans une perspective, dans un processus de déploiement d'un système d'intelligence artificielle dans le cadre d'une politique publique locale. Donc, on ne prétend pas qu'on aura toutes les réponses, mais au moins on va essayer d'identifier les questions les plus importantes. Alors évidemment, ce terme d'intelligence artificielle, vous le voyez sans doute, il est éminemment complexe dans la définition qu'on peut en donner. C'est une étiquette qui peut recouvrir beaucoup de choses différentes, qui n'a sans doute pas de définition extrêmement précise sur laquelle on pourrait toutes et tous se mettre d'accord. Donc c'est sans doute une catégorie à déconstruire. Donc évidemment, quand on va dire aujourd'hui intelligence artificielle, c'est une facilité de langage et on en est bien conscient. C'est sans doute un spectre de technologies qui peut aller depuis des choses qu'on connaît depuis plusieurs décennies, hein, si on parle de régression linéaire, si on parle de classification, enfin de modèles logistiques pour faire de la classification, etc. C'est des choses qui sont connues depuis très longtemps, jusqu'à des choses extrêmement à la pointe du développement technologique. Le terme de ChatGPT a été prononcé tout à l'heure. Ça a évidemment participé à donner une visibilité auprès d'un grand public sur ce que sont aujourd'hui les LLM, les Large Language Models, qui sont une catégorie d'intelligence artificielle générative. Peut-être qu'on reviendra sur ce terme. Je pense néanmoins qu'une définition minimale, ou un élément de définition minimale qu'on peut se donner pour ce qu'on va faire ce matin, c'est de se dire que ce qu'on appelle souvent intelligence artificielle recouvre d'un point de vue technique une discipline, un champ, une technologie qui s'appelle le machine learning, donc l'apprentissage machine en bon français. Et sans rentrer dans le détail technique, ce qui caractérise de mon point de vue le machine learning, c'est que finalement on crée des systèmes informatiques dans lesquels les données avec lesquelles on va alimenter ce système d'information comptent davantage que le code. Hein, pour le dire autrement, quand on fait du développement logiciel, traditionnellement, on écrit des règles, si ceci, alors cela, etc. Et finalement, le résultat est la combinaison de l'ensemble de ces règles.
Tandis que dans le machine learning, on n'écrit pas de règles ou très peu de règles. On dit voilà plein de données et essaie de répliquer quelque chose qui ressemble au signal que tu peux trouver dans ces données. Et donc, ça a beaucoup d'implications du point de vue qui va nous occuper ce matin parce que on n'a pas une maîtrise aussi fine quelque part que quand on dit je définis une règle d'une manière bien précise. Et en particulier, si on dit dans le machine learning les données comptent plus que le code, bah, assez vite la question va se poser de savoir quelles données. La manière dont je vous propose de mener notre discussion ce matin est la suivante. J'ai à ma droite Sandrine Maton, qui travaille à Toulouse Métropole, qui a déployé plusieurs cas d'usage de systèmes d'intelligence artificielle, tu nous diras jusqu'à quel point. Je vous propose qu'on en prenne ensemble deux. On va essayer de prendre le temps d'en étudier deux. Et ensuite, on va tous ensemble les décortiquer finalement, depuis la genèse jusqu'à la fin de vie de ces expériences, lorsqu'elle est, enfin, en tout cas si elle est déjà arrivée, et regarder à chaque étape en fait quelles sont les questions que vous vous êtes posées, quelles sont les questions qu'on pourrait se poser ou qu'il faut se poser, et quels sont les types de réponses qu'on peut y apporter. Et donc, on va essayer de mettre en regard vos expériences toulousaines avec des éclairages bruxellois, mais au-delà européen et international, parce que tu nous raconteras, Karl, mais tu as une expérience internationale sur ces sujets, et avec le regard aussi à la fois de la praticienne à Rennes, mais surtout aujourd'hui de la spécialiste de l'accompagnement de ces sujets, et donc voir comment on peut, des experts peuvent accompagner aujourd'hui les collectivités lorsqu'elles se posent ce type de questions. Donc Sandrine, je te propose d'abord de te présenter rapidement, et puis surtout de nous présenter peut-être le premier cas d'usage sur lesquels on va pouvoir échanger. Bonjour. Donc, je vais me présenter très vite. Donc, Sandrine Maton, je travaille à la direction du numérique de Toulouse Métropole. Donc, pour faire simple, la direction du numérique, c'est la DSI. Hein. Donc, comme ça, les choses sont posées. C'est une question juste de nom. Le fameux retour des DSI. Voilà, c'est ça, c'est la DSI, le retour. Donc, moi, je suis juriste de formation et je suis tombée dans la data petite en sortant de l'université puisque j'ai commencé ma carrière à la CNIL. Donc, j'ai commencé sur les données à caractère personnel et puis ensuite, bon, la vie a fait que je suis partie à Toulouse. Et donc, ce qui s'appelait à l'époque la DSI, qui est devenue entre-temps la direction du numérique. Et puis, j'ai commencé à travailler sur l'open data il y a 11 ans maintenant. Et ensuite, on est parti sur le big data. Donc, on ne parlait pas encore d'IA. Le big data, donc on a une plateforme big data, et puis sur laquelle, dans certains cas d'usage, on pose des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, dans certains cas d'usage dont on ne parlera pas, en fait, on fait du super décisionnel, donc de la représentation de données, des camemberts, des graphiques, des trucs magnifiques, des heatmaps. Voilà, donc ça sert bien au service, mais ce n'est pas le sujet du jour. Et puis, on va parler d'abord du premier cas d'usage donc sur les îlots de chaleur urbains, le monitoring des îlots de chaleur urbains. On a commencé à travailler sur ce sujet-là il y a longtemps, hein, en 2018, tout simplement parce que la direction de l'environnement, donc le métier, le besoin, est sorti du métier. D'ailleurs, je dirais que c'est un secret de polichinelle. Si on n'a pas un métier avec nous, ben on ne fait rien. Parce que ce n'est pas la DSI ou le numérique qui va faire pour les autres. On ne peut pas être intelligent à leur place. Parce qu'il y a toujours quand même une question de confiance et de travailler main dans la main avec le métier. Donc, la direction de l'environnement avait besoin de faire ce monitoring des îlots de chaleur urbains. Parce que bon, ce n'est pas un secret pour personne. À Toulouse, c'est un petit peu plus au sud qu'ici. Il y fait un petit peu plus chaud. D'ailleurs, ce matin, à 13 degrés, je me suis dit, mais je n'avais pas eu 13 degrés de température depuis le mois d'avril, donc ça m'a fait un petit choc thermique. Donc voilà. Et eh bien, ils ont commencé par poser des stations, donc un stagiaire d'été qui a mis des stations météo dans la métropole, reliées en IoT, et après il était bien embêté, c'est qu'est-ce que je fais des données? Alors déjà, comment je récupère les données, qu'est-ce que j'en fais et comment on avance? Ben, on a fait ce qu'on a pu, donc on a récupéré les données, on a la chance d'avoir un portail open data qui était en capacité d'accueillir ces données issues donc, des IoT. Donc, on a commencé par stocker les données et les exposer. Déjà, première étape. Et ensuite, donc, on a eu un autre stagiaire. Et celui-là, c'était mieux qu'un stagiaire parce que c'était un doctorant, donc moitié Météo France, moitié Métropole. Et donc là, on a quand même commencé à travailler un peu plus sérieusement sur l'élaboration de ces cartes d'îlots de chaleur urbains. Et donc, avec ce doctorant,
Donc, ce qui a été fait, eh bien, donc, sur la métropole, c'est 465 km², donc c'est assez grand. 37 communes, 800 000 habitants, avec une ville-centre, Toulouse, qui fait 118 km², 500 000 habitants, donc avec une très forte densité en briques. Et puis des villages autour, des plus petites villes, des villages, et donc avec des zones de champs, des champs de tournesol, des forêts. Donc voilà, donc avec quelque part une climatologie très différente, selon qu'on est place du Capitole, où c'est un four, ou eh bien, à Mondouzil, où là, c'est beaucoup plus verdoyant et la campagne. Et donc, la cinquantaine de stations qui a été mise en place, eh bien, le sujet, ça a été d'arriver à, en reprenant les données de ces 50 stations, des données qu'on a en temps réel. Alors, le temps réel pour de la météo, c'est tous les quarts d'heure, c'est déjà pas mal. Ça nous fait 96 messages par 24 heures. D'arriver à reconstituer sur les 465 km² de la métropole, eh bien, par pixel de 200 mètres de côté, les différences de température. Donc, quand il fait... ce que je disais en aparté à Karl tout à l'heure, c'est que l'été, à 18h, c'est à peu près le moment où il fait le plus chaud. Il y a 3 degrés d'écart entre l'hypercentre et puis la campagne. En revanche, la nuit, à 5h du matin, là, on ne passe pas les mêmes nuits, parce qu'il y a jusqu'à 5, 6, des fois 10 degrés d'écart entre l'hypercentre et les campagnes environnantes. Donc voilà, et c'est ce genre de choses qu'on a mis en place. Et donc, depuis 3 ans, on a donc des cartes qu'on peut suivre en temps réel et qu'on peut rejouer. On peut choisir une date précise, on peut rejouer la carte. Alors, à quoi ça sert? Parce que quand même, au bout du bout, c'est à quoi ça sert. Ça a servi cet été pour le projet Toulouse plus fraîche. Donc, la mise en place d'arbres donc dans des pots sur la place du Capitole, la mise en place d'ombrières dans des rues qui sont... les rues d'hypercentre qui sont hyper chaudes. Voilà, ce genre de choses pour essayer de rafraîchir Toulouse et d'avoir les conforts d'été. Et voilà, ça sert à ça à ce stade. Et peut-être, est-ce que tu peux juste dire quelle est la brique d'intelligence artificielle là-dedans, finalement? Eh bien, c'est l'algorithme qui permet de recalculer les températures exactes, même entre 2 stations, même quand elles sont distinctes. Voilà, donc en calculant selon l'urbanisme, selon la trame verte et bleue, selon qu'il y a des arbres, pas des arbres, selon qu'on est en hypercentre, qu'on est en zone industrielle, qu'on est en campagne, qu'on est en forêt. Donc voilà, ce genre de choses. Finalement, sur le modèle de la qualité de l'air, par exemple, on fait de l'interpolation modélisée pour avoir des données partout plutôt que juste là où il y a des capteurs. Ok, merci. Alors peut-être je vais commencer par interpeller Christelle. Finalement, la question qu'on peut se poser, que tu viens de poser d'ailleurs là-dessus, c'est comment on décide que un recours à un système d'intelligence artificielle ou embarquant une brique d'intelligence artificielle comme ici est utile, voire nécessaire pour un cas d'usage comme celui-ci. Bonjour à tous d'abord, donc Christelle Gibon, je suis directrice de mission chez Civiteo avec une expérience précédente de 15 ans à Rennes Métropole en tant que responsable des projets innovants, SIG, data notamment. Donc je vais sans doute avoir aujourd'hui ce double regard à la fois de consultante qui accompagne les territoires dans leur réflexion autour de l'utilisation d'intelligence artificielle pour les politiques publiques. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on est au début du chemin. Et puis donc cette expérience plus opérationnelle à Rennes Métropole. Alors en effet, cette question de la genèse d'un projet, c'est l'étape, je pense même peut-être la plus importante. Et il me semble que c'est le moment de se poser quelques questions liées aux spécificités d'un projet d'intelligence artificielle et tout d'abord de préciser bien le résultat attendu, donc à quoi ça va servir. Je pense que c'est même le point de départ. Et dans ce résultat attendu, de réfléchir aux performances attendues et notamment aux erreurs minimales acceptables, puisque comme ça a été dit, les systèmes d'intelligence artificielle dont on parle aujourd'hui, qui sont basés sur l'apprentissage machine, leur principe, c'est de réduire, de minimiser l'erreur, mais le résultat reste quand même une probabilité dont l'exactitude est variable. Et donc, il va falloir se poser la question dans chaque cas d'usage de quelles sont les conséquences de cette erreur-là, et puis de la jauger au regard aussi de comment l'agent supervise ou pas supervise, si on est dans de la décision automatisée ou pas, ou pas au moins, mais aussi s'il y a un lien direct avec l'utilisateur final, ce qui n'est pas le cas
cas ici. Donc vraiment évaluer dans chaque cas ces différentes problématiques. Il y a d'autres questions aussi qu'il faut se poser en termes notamment d'acceptabilité sociale. Et je pense notamment aux agents qui vont être impactés par l'utilisation de ces systèmes d'intelligence artificielle. Automatiser une tâche un peu fastidieuse pour libérer du temps pour d'autres tâches plus épanouissantes, ça peut être bénéfique. Ça l'est peut-être beaucoup moins quand c'est une tâche plus intéressante. Et donc, il va falloir vraiment, c'est un point important, impliquer les différentes parties prenantes. Alors, évidemment, les décideurs doivent soutenir, porter, expliquer les projets et les managers, c'est important. Mais il va falloir aussi que les agents concernés soient directement impliqués et qu'on évalue vraiment les impacts plutôt de l'utilisation de ces systèmes d'intelligence artificielle. Voilà. Et puis évidemment, il y a des questions sur les ressources disponibles et ça a été évoqué dans la keynote, les ressources disponibles pour un démonstrateur, pour un pilote, mais aussi pour faire vivre sur le long terme le système d'intelligence artificielle. Ça veut dire des moyens humains, des compétences, ça veut dire aussi des finances. Et c'est vrai que d'ailleurs, c'est souvent lié à la question d'externaliser, d'internaliser. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et juste pour finir, parce que c'est vraiment un point important, il me semble, c'est aussi de se poser toutes les questions autour des aspects juridiques, des aspects éthiques, des aspects liés à la frugalité aussi. Et ça, évidemment, ces réflexions, elles ont une résonance particulière dans le cas des collectivités territoriales qui sont soumises au principe d'égalité, qui sont soumises à l'obligation de rendre compte. Et ça veut dire que dans les cas des systèmes d'intelligence artificielle qui sont plus ou moins explicables, plus ou moins transparents, avec possiblement des erreurs en termes de biais, de discrimination, il va falloir très tôt poser ces sujets-là, en tenir compte dans la décision même de recourir ou pas à ces solutions d'intelligence artificielle ou au type d'algorithme plus ou moins adapté. Bon, c'est parfait, tu as brossé toutes les questions qu'on va déplier. Peut-être, Karl, j'ai envie de te demander, vous travaillez beaucoup avec le FARI sur les questions d'éthique dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et finalement, là, on discute dans quel cas et comment on va recourir à des systèmes d'intelligence artificielle. J'ai envie de te demander dans quel cas on décide de ne pas recourir et de s'interdire même le recours à de l'intelligence artificielle. Bonne question. Bon, bonjour tout le monde, merci à l'équipe de Data Publica aussi de m'inviter. Je me présente en 30 secondes. Donc, je suis Karl Mørck, je co-dirige un institut de 2 universités à Bruxelles, une francophone, une néerlandophone, sinon ça ne serait pas marrant. Et on est en partenariat direct avec la région de Bruxelles, qui est donc dans l'État fédéral, a pas mal de compétences. Et on met ensemble 300 chercheurs de 10 groupes de recherche, du droit à l'éthique en passant par le machine learning, la robotique, sciences de données. Et on les met au service de la région de Bruxelles et d'acteurs locaux. Donc on est financé par la Commission européenne, par la région, pour vraiment faire des projets avec une saveur locale. Qu'est-ce qu'on fait? C'est souvent aussi pour l'identification. On rencontre beaucoup d'administrations qui viennent et on leur demande d'identifier en votre sein, auprès des gens métiers ou autres, des cas d'usage et revenez vers nous, mais venez avec une liste au moins de 10. On s'est rendu compte que si on faisait interagir des chercheurs directement avec des gens d'administration, il manquait un peu une transition et c'était pas très fluide, voire même il y avait beaucoup de réserves des deux côtés, un peu de condescendance parfois du côté des chercheurs, un petit peu aussi de doute et pas de mépris mais de méfiance aussi, de est-ce que ça va vraiment nous apporter quelque chose. Et les premières questions qu'on essaie d'évaluer ensemble, c'est à travers souvent des formats un peu de workshop. On a recruté une designer pour essayer de modérer un peu la discussion. Ce que ça nous permet un peu, c'est d'avoir une première étape d'identification et de sélection des cas d'usage, on va dire lesquels ont le plus de chances aussi d'être faisables, lesquels ont le plus grand degré de maturité aussi en termes d'accès à des données. Et souvent, cette première question de la maturité est celle qui va immédiatement nous aider à choisir. D'un côté, pour les administrations, est-ce que ces administrations sont prêtes, ont les données en place, ont aussi des personnes ressources en interne. Et ça, c'est vraiment un aspect clé. Comme on n'est pas dans un cas de consultance classique, on dit vraiment il nous faut une personne chez vous qui soit capable et disponible pour travailler avec nous de façon continue. S'il n'y a pas ça, on préfère dans ce cas mettre de côté. Mais ensuite, sur les aspects éthiques, on met généralement dans ces workshops aussi des personnes qui sont en droit ou en éthique avec des gens métiers et des gens techniques.
Et on essaie d'évaluer dans une deuxième étape quels sont aussi les risques possibles. Dans ce cas-là, évidemment, s'il y a des drapeaux rouges, c'est bien qu'on les ait dans la phase un peu d'idéation. Et enfin, pour répondre à ta question aussi sur le dernier aspect, au niveau fédéral, en Belgique, on fait partie d'un groupe éthique et droit pour le gouvernement fédéral, et on est en train d'essayer d'écrire une stratégie, pas une stratégie, pardon, une charte d'utilisation éthique de l'IA pour toutes les administrations publiques. Et un des principes sur lesquels j'ai beaucoup insisté, parce que j'ai travaillé pour l'État français, j'ai travaillé avec des administrations aussi au Québec, c'était celui de est-ce que ce qui aurait dû être fait avant a été fait ou pas? Et ce qu'on veut éviter, c'est l'IA baguette magique, où on arrive avec un projet un peu tromblon, même des moyens, mais s'il n'y a pas les choses essentielles qui devraient être faites du point de vue politique public, dans ce cas, pour nous, c'est vraiment pas une bonne stratégie, ni pour personne en fait, et le projet va juste peut-être rester, comme disait Jacques, au stade de prototype. Et on n'est pas sûr que des prototypes, pour faire des prototypes, soient toujours nécessaires et utiles. Donc voilà, ça c'est un autre aspect qui rentre en jeu. Merci. Alors je voudrais revenir maintenant sur un aspect qui a été évoqué rapidement par Christelle, qui est de savoir, bon, finalement, OK, on a identifié notre cas d'usage, on sait pourquoi on veut le faire, etc. Se pose la question, OK, comment je le fais? Est-ce que je le fais in-house avec mes propres ressources ou est-ce que je recours à un prestataire? Vous avez choisi de le faire avec vos propres ressources. J'ai entendu le mot stagiaire quand même 2-3 fois. Donc des ressources temporaires, dirons-nous. Ben oui, temporaire, mais qui se renouvelle. Voilà, quel a été le raisonnement derrière? Et puis ensuite, on fera tourner la parole là-dessus. Le raisonnement qu'on a tenu pour quand on a monté cette plateforme qui était au départ que de la plateforme Big Data, hein, on est venu après à mettre des algorithmes d'IA dans certains cas d'usage ultérieurement. Bon, on a fait un benchmark, hein, un peu, je dirais, une AMO classique, donc un benchmark, comment ça se passe ailleurs, combien ça coûte ailleurs aussi. On s'est rendu compte qu'entre nos capacités budgétaires et nos ambitions, il y avait un gap qui était quand même juste important. Et on a fait donc effectivement du benchmark vraiment à l'extérieur, puisqu'on allait voir ce qui se passait à Chicago et à Tel Aviv. Donc c'est vraiment des situations très différentes. Et ce qui nous a beaucoup plu, c'est que finalement, aussi en comparant avec ce que faisait Dijon, puisque c'était au moment où Dijon faisait beaucoup de communication sur son projet, c'est qu'on avait en gros déjà tout à la maison, parce que ça c'est assez traditionnel à Toulouse, on a très peu d'externalisation, on a peu de DSP, je veux dire, par exemple les déchets, c'est fait par des reapers qui sont vraiment agents de la collectivité, donc voilà, donc on a vraiment beaucoup de choses qui sont faites en interne, toute la partie éclairage public c'était fait, donc voilà, et en gros il nous manquait plus que la plateforme de données pour récupérer toutes les données qui étaient issues de toute la stratégie Smart City du moment. Et donc le choix qui a été fait, c'est vraiment un choix de souveraineté et puis un choix budgétaire, on ne va pas se le cacher. Hein. Et donc, eh bien, il a été décidé et acté de faire une expérimentation sur 3 ans pour se dire, voilà, pendant 3 ans, on va monter une plateforme tout en open source avec des ressources internes. Donc, il nous manquait 5 compétences qu'on a réussi à recruter. Et au bout des 3 ans, eh bien, on verra ce qu'on fait. Soit on arrête parce que ça n'apporte rien, soit ça apporte, mais c'est trop compliqué et on externalise. Je vais regarder là aussi de façon classique, on fait un marché, etc. Mais au moins, on aura acquis de la compétence et on saura voir ce que nous raconte le prestataire, où ça marche et ça plaît, et on continue comme ça. Ça marche, ça plaît, et on a continué comme ça a été décidé. Effectivement, on utilise pas mal de stagiaires, on utilise pas mal d'alternants, puisqu'on a aussi quand même un devoir d'accompagner la formation des jeunes. On a beaucoup d'écoles d'ingénieurs sur Toulouse, donc tous nos data scientists, ce sont des alternants. Donc c'est bien, c'est un inconvénient, c'est qu'en général, entre septembre et décembre, eh bien, il faut qu'ils se réacculturent à ce qu'on a déjà fait, mais n'empêche, bon, ça marche comme ça. On espère toujours pouvoir avoir des postes de data scientist spécifiques. Mais voilà, donc c'est ce choix-là qu'on a fait. Et je crois que pour l'instant, en France, on est les seuls à avoir fait ce choix de le faire in-house. L'avantage, c'est que c'est hyper souple, quoi. Donc, on fonctionne en mode agile, en méthode Scrum. Donc, quand il y a des nouveautés, des choses à modifier avec le métier, eh bien, 1, 2, 3, 4 releases après, c'est fait, quoi. Voilà, sans qu'on ait besoin, je vais être un peu cash, sans qu'on ait besoin de faire un chèque de 30 000 pour que ça commence à réfléchir, puis 50 000 pour que ça commence à produire du code, et puis j'en passe à des meilleurs, quoi. Je note les tarifs pour mes prochains devis. Christelle, justement, le regard de la consultante là-dessus, qu'est-ce que tu vois dans les collectivités que vous accompagnez? Quels sont les choix qui sont opérés là-dessus?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en effet, la solution d'internaliser, cette conception, elle présente des intérêts. D'abord, de garder la maîtrise sur les données, sur l'ensemble des spécifications, de la méthodologie, des questions de transparence. Voilà, donc ça présente en effet, et d'évolutivité aussi, comme ça a été évoqué par Sandrine Maton à l'instant. Donc c'est en général, en effet, l'approche la plus intéressante. En même temps, en pratique, les grandes collectivités, en effet, ont ces ressources pour développer en interne. C'est pas tout le temps le cas dans des collectivités moins grandes. Et dans ce cas-là, souvent, on recourt à l'externalisation. Et dans l'externalisation, ce qui va être important, je pense, c'est vraiment de travailler sur la commande publique, sur les cahiers des charges, intégrer des clauses qui vont permettre justement d'indiquer ces questions de propriété intellectuelle, de maîtrise sur les données, de réversibilité, des questions de responsabilité aussi, parce que ça, c'est un point important qui est toujours lié à ces questions d'erreur minimale acceptable, mais donc d'erreur quand même. Il faut, je pense, très vite être clair sur la répartition des responsabilités, concepteurs, utilisateurs, collectivités, et prévoir d'ailleurs aussi la mise en jeu éventuellement de ces responsabilités pour des questions d'acceptabilité notamment et de confiance. Donc cette externalisation, elle a aussi un avantage, un intérêt, c'est celle de favoriser le tissu économique et l'écosystème d'intelligence artificielle. Hein. Le Conseil d'État, dans son rapport, a notamment évoqué ce sujet-là comme important aussi de penser à cet aspect développement économique. Et puis, l'externalisation, ça peut être du faire-faire, ce qui nécessite souvent quand même des investissements importants. Et Jacques Priol, dans sa keynote, l'a évoqué. Je pense que pour cet aspect-là, ce qui va être intéressant, c'est peut-être de mutualiser, de coopérer avec d'autres territoires, et puis donc de faire selon ses spécifications, bien sûr. Merci. Oui, Karl, tu voulais réagir? Oui, non, en fait, l'idée de notre institut, il est né du fait qu'on observait deux choses. La première, c'était qu'il y avait un manque avéré et exprimé par les administrations publiques en Belgique sur le fait que, ou à Bruxelles encore plus, qu'ils n'avaient pas d'expertise IA. Et on les sommait encore plus dans la capitale de l'Union européenne de faire plein de projets donnés IA, mais ils n'avaient pas du tout les ressources en interne. Et nous, de notre côté, ce qu'on voyait, c'était que très peu de nos chercheurs travaillaient sur des cas très concrets dans leur propre ville. Et en fait, ça semble un constat un peu stupide de se dire est-ce qu'il faudrait que les administrations publiques locales travaillent avec les universités locales? C'est un peu réinventer l'eau chaude, mais pour autant, ce qu'on observait, c'est qu'il y avait vraiment très peu de contacts. Et donc, on voyait un besoin exprimé, et nous, de notre côté chercheurs, il y avait beaucoup, notamment du côté des juniors, l'envie de faire des projets qui avaient un impact et un sens social. Et en fait, on s'était dit qu'il y avait ici une opportunité incroyable. Mais là où on s'arrête, c'est aussi au stade de prototypage si on fait des projets techniques. Parce qu'on n'a pas les compétences et vous ne devriez pas laisser des chercheurs faire de la sécurité, de la maintenance. On le fait très mal. Mais il y a évidemment des experts chez nous, bien entendu. Mais c'est simplement que on n'a pas forcément les ressources, nous, en interne, pour bien le faire. Donc, ce qu'on fait, c'est on travaille jusqu'au stade, par exemple, de prototypage, même si c'est des projets, par exemple, juridiques. Et ensuite, on leur dit de passer la main aussi à des acteurs locaux, des entreprises locales. Parce que, voilà, on pense que c'est un modèle assez vertueux en se disant que nous, c'est là où on s'arrête. On ne peut pas aller plus loin. Mais à la fin de la journée, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres compétences autres que techniques qui étaient nécessaires, qui n'existaient pas. Par exemple, ma collègue Léa, qui est dans la salle, s'occupe d'un panel citoyen spécialisé en IA et données. Donc son travail et sa mission, c'est vraiment de mobiliser des citoyens et avoir un panel, un pool de citoyens qu'on peut mobiliser sur des projets qu'on fait avec des administrations publiques. Beaucoup d'administrations n'ont pas ces ressources, ce temps ou cette énergie de pouvoir le faire. Et c'est aussi quelque chose qu'on veut apporter en complément des expertises techniques. Un modèle extrêmement intéressant, effectivement, dont je crois on n'a pas d'équivalent en France. Je voudrais qu'on parle du cœur du réacteur, les données. Je le disais tout à l'heure, finalement, ce qui définit un système de machine learning, c'est le fait que c'est les données qui comptent plus que la règle ou le code. Alors, données, il faut sans doute distinguer deux types de données, parce qu'en général, ces systèmes sont des systèmes qu'on entraîne dans un premier temps, et puis ensuite
qu'on met en production, on dit qu'ils font de l'inférence. Et à ces deux stades, il faut des données. Il faut des données pour l'entraînement, bien sûr, et puis il faut des données plus ou moins au stade de l'inférence. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quelles données est-ce qu'il faut mobiliser dans le cas d'usage que tu as évoqué ou dans d'autres, dans quelle quantité et dans quelle qualité? On a beaucoup dit que finalement, toutes ces technologies n'étaient possibles qu'à condition d'avoir beaucoup de données, de bonne qualité, propres, etc. Dans quelle mesure est-ce que c'est vrai? Et j'ai envie de dire, dans quelle mesure est-ce que c'est encore vrai avec le développement de plus en plus important depuis quelques mois de modèles type intelligence artificielle générative, type LLM, etc., où finalement, c'est des modèles qui sont censés pouvoir fonctionner dans n'importe quel contexte, même dans des contextes sur lesquels ils n'ont pas appris. Peut-être qu'on va parler là du deuxième cas d'usage, puisque c'est là où on a un peu changé notre façon de procéder. Donc le deuxième cas d'usage, c'est sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc rapidement, c'est un cas d'usage qui est multiforme. Donc il y a sur ce cas d'usage-là, en fait, il y a 5 ou 6 sous-cas. Il y a des choses ultra basiques, questionnaire auprès des enfants, j'aime pas, il y en a assez, il y en a pas assez. Donc là, on est dans les cantines scolaires. La cantine, vraiment, la cantine. Dans une métropole, la compétence, c'est les maternelles, les élémentaires, les primaires. Voilà, on n'a pas de collégiens. Donc voilà, première chose, c'est est-ce que les enfants aiment ce qu'on leur propose? L'analyse des menus, l'analyse du poids des déchets selon le menu, avec des balances connectées, donc le déchet sorti de production, sorti d'assiette. Et c'est là où on revient sur la partie IA, sur la prédiction sur la présence des enfants jour par jour dans les écoles. Parce qu'il faut savoir que donc, à Toulouse, on a 216 écoles, c'est à peu près 38 000 repas par jour. Il n'y a pas de badgeage des enfants le matin à l'école. Donc, on ne sait pas en temps réel automatiquement si ils sont là ou pas, quoi. Voilà. Donc, il y a une inscription que les parents font à l'avance pour dire, voilà, mon gamin, il viendra manger tous les jours, sauf le mercredi, ou il ne viendra pas manger tel jour. Enfin bref, il y a une inscription. Néanmoins, quand bien même il y a une inscription, d'abord, il y en a qui ne sont pas inscrits, et puis il y en a qui sont absents parce qu'ils sont malades. Enfin bref, la vie. Et la façon dont on a travaillé donc, sur la prédiction de la présence des enfants dans les écoles, on l'a fait en 2 fois. Une première fois, on avait besoin de mobiliser beaucoup de données. On essayait d'avoir vraiment un historique long, ce qui était compliqué parce qu'en plus, on venait de traverser les années Covid, donc avec des présences qui étaient complètement aléatoires. Et puis, on s'est rendu compte que l'algorithme, il dérivait petit à petit et qu'il était de moins en moins précis. Et que finalement, il prédisait des présences d'enfants largement supérieures aux inscriptions. Donc ça n'allait pas. Donc on a refait l'algorithme. Et donc là, maintenant, on s'attache à travailler sur 90 jours ouvrés de données. Et avec ça, on sait prédire, donc là, école par école, beaucoup mieux que précédemment. Et selon que le menu est avec viande ou sans viande, on sait prédire donc la présence des enfants avec finalement beaucoup moins de données, et ce qui est, qui est plus efficace, et puis 2, beaucoup plus vertueux, puisqu'on a moins besoin de stocker toutes ces données. Merci. Alors, Christelle, peut-être dans ton expérience, justement, quel besoin de données a-t-on? Parce que finalement, avant de se lancer dans ce type de projet, il faut avoir déjà fait un énorme travail de préparation et d'acquisition des données. Alors, en tout cas, on voit notamment dans l'enquête de Data Publica l'année dernière que les collectivités qui ont commencé à développer des systèmes d'intelligence artificielle sont celles qui ont déjà travaillé sur la structuration de la donnée. Mais ceci dit, je reviens sur une expérience passée à Rennes Métropole pour peut-être évoquer un point et une spécificité de ces systèmes d'intelligence artificielle, c'est le risque de biais sur les données, notamment les données d'entraînement, ce qui peut avoir des impacts importants. C'était un système de classification à partir de photographies aériennes pour identifier et cartographier finement la végétation et entre plusieurs millésimes de photographies, évaluer la trajectoire de végétalisation et donc vérifier si elle s'inscrivait
bien dans les objectifs fixés par la collectivité. Et on s'est rendu compte, pas forcément tout de suite d'ailleurs, et c'est pour ça que c'est aussi très important de travailler à l'évaluation de ces biais possibles dès le départ. On s'est rendu compte entre 2 millésimes qu'on avait plus 17% de végétation. Alors les collègues de la direction des espaces verts étaient ravis d'atteindre leur objectif en 3 ans. Bon, en réalité, ce n'était pas du tout réaliste. Et alors, ça a été très compliqué de comprendre ce qui se passait et pourquoi on avait ces résultats-là, non seulement parce qu'on n'avait pas forcément bien prévu d'avoir toute la méthodologie, les données d'entraînement dans la prestation, on n'avait pas non plus demandé à avoir les résultats intermédiaires, et ça c'est un point important aussi pour pouvoir comprendre, d'avoir ces résultats intermédiaires. L'algorithme, il peut y en avoir plusieurs, il peut tourner plusieurs fois, et voilà. Et donc on a fini par comprendre, en négociant beaucoup, qu'on avait un problème dans les données d'entraînement, et entre plusieurs millésimes, le prestataire ne prenait pas les mêmes secteurs pour faire des saisies de la canopée arborée. Donc évidemment, l'algorithme, il reconnaissait plus ou moins bien en fonction la canopée arborée. Voilà, donc ça c'est un point qui me semble important. Merci. Karl? Oui, on a travaillé et fait pas mal de projets appliqués avec des administrations assez différentes. On a par exemple travaillé avec l'administration en charge de la protection des animaux, avec l'Agence pour l'emploi, et on a travaillé aussi sur la campagne de vaccination pour prédire où est-ce qu'on devait distribuer les doses de vaccins en fonction des quartiers, des taux de vaccination, mouvement de population, etc. Et le problème numéro 1 qui est revenu à chaque fois, c'était évidemment l'accès aux données, la qualité des données, à quel point est-ce qu'elles étaient entretenues. Bon, pour la campagne de vaccination en Belgique, on a eu peut-être, enfin à Bruxelles spécifiquement, la surprise de voir des tableaux Excel pour gérer les données de 1,5 million d'habitants. Donc il y avait d'autres problèmes, mais à la fin de la journée, ce qui nous a surpris, c'était aussi de voir que c'était l'accès aux personnes qui étaient derrière les données ou qui les géraient qui était hyper important. Et donc accéder aux données, s'assurer qu'elles soient de bonne facture, bien organisées, évidemment c'était la priorité numéro 1. Et parfois on est obligé de mettre des projets de côté parce qu'on n'a pas ça. Mais c'était aussi quelque chose dont on parlait, mais c'était avoir cette personne ressource pour nous donner accès aux données, nous expliquer ce qu'il y a aussi derrière. Et ce qu'on a décidé de faire, c'était aussi au début de chaque projet qu'on avait, on s'est rendu compte que comprendre ce que c'était l'IA, les données, pour les gens non techniques qui étaient impliqués dans ces projets ou même la création de ces données, il fallait qu'on les forme. Donc ce qu'on a décidé, c'est aussi de donner des formations gratuites à n'importe quelle organisation locale ou publique à Bruxelles qui le souhaite, où on leur apprend à identifier voilà, qu'est-ce que c'est l'IA, les données, mais aussi comment est-ce que je peux l'utiliser, identifier des cas d'usage, comment je fais ça à partir des données que moi j'ai. Et en fait, leur apprendre, pas uniquement au niveau super décisionnel ou au niveau purement technique, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de ces données, ça a vraiment donné des résultats vraiment chouettes pour nous. On a d'un coup beaucoup plus de projets qui peuvent s'enchaîner derrière. Les gens ont l'impression de mieux comprendre ce qu'ils peuvent faire. Merci. Alors, j'aurais encore plein de questions, mais on me dit dans l'oreillette qu'il faut conclure si on veut avoir le temps de laisser un petit peu de questions dans la salle. Peut-être juste une dernière question. Quel impact ça a pour les agents, d'une part, de la collectivité, les usagers, d'autre part? Est-ce que vous avez communiqué auprès d'eux? Quel retour vous avez eu? On sait que ça peut être des sujets peut-être anxiogènes parfois, ou au contraire extrêmement qui peuvent apporter beaucoup de valeur ajoutée. Qu'est-ce que ça a donné pour vous? Alors, auprès du grand public, on n'a pas communiqué parce que nos cas d'usage s'adressent quand même au métier. Donc ça reste quand même très interne. La communication s'est faite sur le plan Toulouse plus fraîche, en revanche, là, voilà, en expliquant ce qui allait être fait pour essayer de rafraîchir la ville. Donc voilà. Donc ça, c'est l'impact, on va dire, usager, mais c'est l'impact terrain. Sur la partie gaspillage alimentaire, donc auprès des cantines, là, l'impact, il est plus auprès des équipes, des dames cantines, on va le faire simple, hein, et puis des gens qui sont là vraiment au contact des enfants. Parce que il y a comme le syndrome, que moi j'appelle le syndrome de chez mamie, il ne faut pas manquer. Donc c'est toujours faire attention à ce qu'il y a assez à manger pour les enfants. Donc s'il n'y en a pas trop, il n'y en a pas assez. Donc ce qu'on essaye de faire, aujourd'hui, on a constaté sur l'année scolaire passée qu'on avait 9% de surproduction. Donc l'enjeu maintenant, c'est d'arriver à diminuer de moitié cette surproduction. Donc on aura toujours de la surproduction, mais quand même moitié moins.
Donc, voilà. Et ce qui est prévu, donc c'est à partir de la rentrée scolaire de la Toussaint, puisque là on aura atteint un certain délai nécessaire, c'est de faire en sorte que pour une vingtaine d'écoles, donc sur 216, sur une vingtaine d'écoles, on suive aveuglément les prédictions de présence pour faire la livraison des repas. Alors on choisit judicieusement les écoles, c'est celles qui sont rapidement accessibles depuis la cuisine centrale pour faire le réassort si vraiment il y a un gros souci. Mais l'impact, il est très mental pour les agents, parce qu'en gros, ils disent moi je connais mon métier quand même, ce qui est vrai. Ils sont imbattables. Néanmoins, tout en étant imbattables, il y a toujours... Là, c'est le biais, le biais, il ne faut pas manquer, quoi. Donc, ils recommandent un petit peu plus au cas où. Il y a des enfants qui viennent et qui ne seraient pas inscrits. Donc, il y a toujours le au cas où. Donc voilà, donc c'est ce biais-là qu'il faut arriver à combattre, de dire, bon, on va diminuer de moitié, on va essayer de diminuer de moitié la surproduction, mais voilà, diminuons-la cette surproduction, quoi. Je me permets de souligner, parce que je pense que c'est un sujet important que Christelle a évoqué tout à l'heure, c'est qu'effectivement, quand on est sur des modèles prédictifs, on va avoir une notion de qu'est-ce qu'on veut prédire et quelle marge d'erreur est acceptable. Et en fait, cette marge d'erreur, elle est souvent asymétrique. C'est-à-dire, là, dans ce cas-là, si on prévoit un peu plus, c'est pas très grave. Par contre, si on prévoit moins, on a un problème. Et qu'il y a des enfants qui ne mangent pas, ça c'est un sujet. Et en fait, souvent, on va être dans la prédiction de ressources, on va être dans ce cas de figure-là. Et c'est effectivement important que les équipes de data scientists, en fait, qui travaillent sur ces algorithmes, comprennent ça. Et donc là, c'est le dialogue entre le métier et les data dialogue qui est long. Ça fait quand même 1 an qu'on travaille, plus d'1 an qu'on travaille là-dessus. Et c'est seulement à la Toussaint de cette année qu'on va, sur une petite partie des écoles, 10% des écoles, suivre la recommandation. Et puis, avec toujours la capacité à faire le réassort. Ça coûte cher un réassort, mais ça coûte cher en organisation, mais de faire un réassort si vraiment il y a une grosse dérive, quoi. Christelle, vous fournissez la cellule d'assistance psychologique pour les agents? Oui, blague à part, c'est vraiment un sujet très, très important, cette question de l'acceptation par les agents de ces nouveaux outils qui viennent automatiser une partie de leur tâche. Et je le disais, si la tâche est fastidieuse, ça peut être acceptable. Si c'est une partie de tâche intéressante, c'est plus difficile et il va falloir faire associer dès le départ les agents pour déjà les associer aux réflexions, les faire monter en compétences. On ne l'a pas dit, mais je pense que c'est aussi important que tout le monde dans ces démarches-là monte en compétences, y compris les utilisateurs, pour bien utiliser, bien interpréter. J'ai en tête un autre exemple où il s'agissait d'automatiser le pilotage des automates d'aération d'une station d'épuration pour optimiser la consommation énergétique de ces stations d'épuration. Et cette tâche de piloter les automates, c'est une partie intéressante du métier d'exploitant de cette station d'assainissement. Donc, il a fallu travailler pour redonner une place et un rôle aux agents pour faire de la supervision de ces systèmes. Et puis aussi, c'est un algo d'apprentissage par renforcement, donc qui s'améliore avec l'agent qui intervient pour évaluer les résultats. Et donc, ça permet non seulement à l'agent d'avoir une place, un rôle qui est aussi intéressant, ça permet de garder des compétences, parce que ça aussi, c'est un risque des systèmes quand on délègue une partie des activités, c'est de ne plus être en capacité de les maintenir, de les avoir, ces compétences. Et puis, ça leur permet aussi, si besoin, et ça peut arriver, de reprendre en main le dispositif. Voilà. Merci. Je vous propose qu'on laisse tout de suite la parole à la salle si jamais il y a des questions pour nos intervenants et intervenantes. Allez, on a un micro baladeur là-bas. Une question devant. Oui, bon. Oui, il marche. Si, c'est bon. Oui. Donc, Pierre Lagarde, Keolis, je suis directeur data à la DSI aussi, donc tout va bien. Ce que vous avez présenté, on est vraiment sur de l'IA qui apporte des nouveaux services, de la nouvelle valeur. C'est-à-dire, c'est pas nouveau, hein. En mobilité, on ne regarde pas l'excédent alimentaire, on regarde par exemple les temps de parcours entre 2 arrêts pour les optimiser. Mais ce qui change, je trouve, aujourd'hui, c'est l'IA générative et son côté instantanéité. Et le fait que les collaborateurs, les salariés, vos collaborateurs le prennent en compte aussi, ils l'utilisent peut-être plus que ce qu'on le pense au quotidien.
Nous, on a fait une étude sur Keolis. On a découvert qu'en moins de 3 mois, 20% des utilisateurs avaient déjà fait des requêtes ChatGPT chez nous. Comment vous percevez ce changement dans les collectivités qui risque peut-être d'amener des énormes changements dans la manière dont les gens vont travailler, les gens à l'accueil, je pense notamment. Est-ce que ça ne va pas profondément changer vos politiques internes, en termes y compris de salariés, sur ce sujet-là? Merci. Karl, je me tourne vers toi. L'angle pas français qui peut-être vous intéresse pas, mais on s'est rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de gens qui utilisaient, par exemple, on a fait le tour de 25 administrations bruxelloises en leur demandant est-ce que vous pensez que l'IA pourrait vous utiliser, donnez-nous des exemples, etc. Et on a vu qu'il y avait énormément d'idées, on avait plus de 60 cas d'usage possibles, et ça venait du fait que beaucoup avaient fait des tests aussi de leur côté, et pas que des gens techniques. Mais par contre, c'est pas parce qu'ils l'utilisent qu'ils le comprennent nécessairement. Et pour ça, en fait, on avait décidé d'ouvrir un centre de tests et d'expérience au cœur de Bruxelles, ouvert en particulier aux administrations publiques, où on met notamment, par exemple, des démonstrations et des expériences d'IA générative pour leur expliquer comment ça marche en fait derrière. Et on pense que c'était aussi l'étape supplémentaire qui était utile pour eux, parce qu'en plus de l'avoir utilisé, mieux comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Et idéalement, si on en a, et on n'en a pas encore un exemple de projet qu'on a fait, mais si on leur montre un projet qui a été fait avec une administration publique dans le centre, ça leur permet vraiment de mieux regarder, ok, c'est quelque chose que je peux peut-être me faire aussi de mon côté, me saisir, je peux commencer un projet avec, et avoir ce petit degré de compréhension supplémentaire. C'est ça qui va aussi peut-être maximiser l'utilisation, mais pour l'instant, on voit que utiliser ne veut pas forcément dire non plus comprendre comment est-ce que ça pourrait être utile pour eux. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, là-bas. Oui, bonjour, Solène du département des Pyrénées-Atlantiques. Moi, j'ai une question pour Karl. Vous nous avez dit que vous avez réalisé une charte pour l'utilisation de l'IA. Est-ce que vous pouvez nous préciser quels éléments clés vous avez fait figurer dedans? Oui, alors on a fait en fait deux initiatives différentes. Il y en a une au niveau de la région bruxelloise. On s'est rendu compte qu'il y avait, et ça rejoint beaucoup des points qui avaient été dit, beaucoup de projets complètement dans tous les sens en matière d'IA, mais que les gens dans l'administration et même les acteurs locaux de l'administration n'étaient pas au courant que ça existait. Et on a donc décidé de les accompagner pour écrire et coécrire avec eux, donc 25 administrations, une stratégie IA dans laquelle, en fait, le premier élément qu'on a mis, on a dit qu'il fallait des principes un peu directeurs et principalement éthiques. Évidemment, le respect du droit, on devrait tous le faire. Mais pour les principes éthiques, à la fin, ça revenait vraiment à des sortes de messages assez simples pour montrer qu'avant de se lancer dans un projet IA, il fallait qu'ils réfléchissent aussi aux impacts sociétaux. C'est ce que n'importe quel chercheur aujourd'hui qui développe et propose un projet dans une grande conférence scientifique doit faire, c'est essayer d'identifier en amont les risques potentiels liés à son projet. Mais au niveau fédéral, pour répondre aussi plus directement à votre question, on s'est dit que plutôt que de faire un autre texte en plus de tous ceux que les administrations doivent avoir, on a adapté les principes, et surtout ma collègue Nathalie Smois, les principes de bonne gouvernance. En fait, ces principes directeurs existent depuis 50 ans, 60 ans dans l'administration belge, et c'est des principes de bonne gouvernance. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ces principes que tout le monde connaît, et on a essayé de les adapter à l'IA, en fait, en misant sur le fait que utiliser des référents, un langage ou des principes que eux connaissent, mais en montrant comment est-ce qu'ils s'appliquent à une nouvelle technologie, c'était plus porteur. Et un message clé là-dedans, c'était celui que j'ai mentionné aussi, c'était si quelque chose devait être fait avant de mettre de l'IA ou des données, il faut s'en assurer. C'est des principes assez simples qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'IA sur le principe, mais qui permettent de garantir qu'on ne se jette pas dans un projet. Et il y a eu plusieurs scandales aux Pays-Bas, on n'en a pas eu encore en Belgique, mais qui montrent que voilà, ce principe-là, entre autres, est vraiment important. Allez, peut-être une dernière question, et après, il faut qu'on rende l'antenne, comme on disait autrefois. Bonjour, Carole. Voilà. Une réflexion et une question. Le retour des DSI, c'est très beau dans les grosses collectivités, mais il n'y en a pas dans les petites collectivités. Et, ou alors c'est uniquement de l'externalisation pour gérer que les ordinateurs marchent bien, et voilà. On parlait des métiers, je pense qu'il faut effectivement faire très très confiance aux métiers, et que souvent ça peut vraiment être une relation entre un référent data, et qui peut venir de partout en fait. C'est juste une question d'acculturation et d'envie, et voilà, et les métiers, et que l'informatique à ce moment-là est presque secondaire.
technique, c'est certain, et essentiel, mais on peut déjà faire beaucoup de choses sans. Et deuxième chose, quand on est obligé quand on veut récupérer ces données et qu'on externalise beaucoup de choses pour les petites collectivités, l'intérêt aussi, c'est à ce moment-là, dans les marchés, d'obliger, voir comment on peut obliger les entreprises qui répondent au marché à nous donner les données et nous les donner sous un format lisible facilement. Voilà. Les fameuses clauses data. Sandrine, je crois que tu voulais réagir. Oui, effectivement, sur les marchés, mais quelle que soit la taille de la collectivité, de l'administration ou quoi, c'est évidemment crucial d'avoir des clauses spécifiques sur les données, sur le fait de les récupérer, et puis après d'aller même un peu plus profond dans les specs, comment on veut les récupérer, quoi. Voilà. Par API, par exemple. Bon. Et pour parler des métiers, c'est juste indispensable. On ne peut pas faire des choses sans le métier, parce que d'abord, la DSI, qu'elle soit là ou externalisée, elle ne peut pas être spécialiste du climat, de la cantine, de tous les métiers dans une collectivité. On a à peu près 200 métiers, donc on ne peut pas être spécialiste de tout. Donc évidemment, c'est important. Le rôle des correspondants data, des data champions, peu importe comment on les appelle, dans les métiers, est évidemment extrêmement importante, puisque c'est avec eux qu'on va discuter du cœur du métier, du cœur du sujet. Qu'est-ce que vous voulez, quel résultat on veut atteindre. Et puis aller discuter aussi données, s'assurer que la donnée telle qu'elle est traitée, ils sont d'accord, ils ont confiance dans ce qu'on leur propose, confiance dans la restitution simple, avant d'avoir confiance dans des choses plus compliquées qui pourraient être de la prédiction. Voilà. Eh ben, confiance, je crois que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Sandrine, Karl, Christelle. Merci à toutes et tous. Et passez une très bonne journée au Salon de la Data.